bonjour à tous. Bienvenue. Bonjour Vincent, merci. Je vais me présenter rapidement. Donc, Elysium, on est un studio de création d'applications mobiles. Donc, en notre compte propre, donc on crée des jeux surtout, et aussi en marque blanche pour les marques. Aujourd'hui, donc je vais vous parler. Alors, je sais que vous avez faim, donc j'ai mis une majorité d'images pour être très ludique, parce que justement notre spécialité c'est le jeu. Et je vais vous parler de deux sujets qui sont pas du tout du jeu, mais qui sont des prospectives très importantes sur le mobile. C'est d'une part la M-santé, et puis en deuxième partie la M-éducation. Donc deux piliers en fait de croissance, deux axes très forts pour Elysium, pour nous en tant que créateurs d'appli. Alors, qu'est-ce que c'est que la M-santé ? En fait, c'est l'intégration des technologies de la communication et des technologies de l'information et de la communication à l'ensemble des services liés à la santé. Donc, ça paraît logique, c'est la santé sur mobile. Et ça intègre les applications mobiles, évidemment, et tous les termes, alors on va dire tarte à la crème qu'on entend, mais le quantified self, le bien-être connecté, la santé connectée, le M-Health, c'est la M-santé, les objets connectés et la télésanté également. Donc c'est un marché, on l'imagine, qui peut être colossal. Alors, rouge ou droite. Rouge, droite, c'est parti. Donc c'est un marché, j'essaie de mettre des blagues aussi pour vous réveiller, un marché survitaminé, qui va évidemment exploser. Aujourd'hui, on a à peu près 15% des applications qui sont à destination des professionnels de santé, des praticiens. Juste pour préciser qu'on parle bien de santé et pas de bien-être. Voilà, absolument. Alors là-dedans, on a un peu dans ce marché-là, on mélange un peu les deux notions, et on va clarifier juste après. On a à peu près 100 000 applications, donc tout confondu, bien-être et santé, et 42% de ces applications sont payantes, ce qui est un peu supérieur à ce qu'on peut observer sur le marché des applis, puisqu'en général, aujourd'hui, la tendance, c'est de faire des applications gratuites ou freemium. Donc, on a à peu près 10 à 20% en général de gratuits. Alors, le marché va exploser en 2017. Alors, excusez-moi, j'ai oublié les sources. J'ai oublié de les indiquer à la fin de la présentation. Il y a environ une quinzaine de sources que je fournirai plus tard, notamment des rapports de PricewaterhouseCoopers, de Orange, de l'atelier, des dizaines de sites qui nous ont permis de réunir cette infographie. D'accord. Donc une petite coquille également, et puis ensuite j'en aurai fini avec les warnings. On passe de 107 millions à 1,3 milliard, non pas de dollars, mais de personnes. Donc c'est pour le premier point. Donc par rapport à ce marché. Et puis deuxième point, de 2,3 milliards de dollars en 2013, donc dans le monde, à 26 milliards. Donc on voit que les revenus vont être décuplés. Et aujourd'hui, on est à peu près sur 50% d'applications. Ce qui est énorme, des revenus qui sont liés aux applications, mais en 2017, ça devrait être que 10%, puisque la place sera prise bien évidemment par le hardware, par tous les devices et les objets connectés liés à la M-santé. Donc, on a effectivement deux grandes tendances, justement, tirées par le boom des objets connectés. On a tout un tas d'usages en fait, de bien-être connecté. Le bien-être connecté, on peut dire que c'est aussi ce que s'approprient prioritairement les marques, puisqu'aujourd'hui, elles n'osent pas parler de santé connectée, évidemment, mais c'est tout ce qui est applications comme Runtastic, tous les objets qu'on a pu voir éclore au CES 2013 à Vegas. C'est la montre qu'Olivier vient de nous présenter, les fourchettes connectées. Alors, c'est vrai que ça a un lien avec la santé, puisque le fait de vérifier que chaque fourchettée, par exemple pour ce qui concerne la fourchette ou qu'on se lave bien les dents, évidemment, in fine, c'est pour améliorer sa santé. Mais pour l'instant, ça, on peut dire que ce sont plus les applications gadgets. Et parallèlement à ça, il y a des applications de santé connectée pour tout ce qui est optométrie, tout ce qui est vérification, par exemple, pour les diabètes du taux de glucose en temps réel, tout ce qui est cardiaque. Qu'est-ce que j'oublie ? Il y aura toute une série de plugs qu'on pourra mettre sur les smartphones pour justement étendre l'usage qu'on peut faire des smartphones, qui sont des ordinateurs magnifiques, des machines qui sont sous-exploitées aujourd'hui. Les besoins sont colossaux également. On voit autant pour les patients que pour les médecins qu'on a une appétence
pour les applications liées au bien-être et à la santé, mais on attend des réponses. On attend des réponses, je dirais pourquoi plus tard. Aujourd'hui, 7 mobinautes sur 10 n'en ont pas téléchargé parce qu'il n'y a pas vraiment de réponse et, qui correspondent à ces attentes. Juste pour en résumer 2 points, pour les praticiens et les médecins, c'est surtout l'accès aux dossiers médicaux en ligne qui serait là, le besoin prioritaire. Aujourd'hui, 94% des médecins utilisent leur device, leur smartphone à des fins professionnelles. Donc, ils sont prêts. On a souvent une image des médecins qui sont peu équipés, mais aujourd'hui, il y a un vrai besoin de récupérer toutes ces données pour suivre les patients. Et pour les patients, évidemment, la recherche d'informations, aujourd'hui, ça se fait beaucoup sur les sites et les forums, et l'usage s'est porté sur mobile, la diminution du coût des soins, le suivi médical, etc. Alors, les enjeux sont également colossaux, alors, pas que pour les patients, mais également pour les États. Il y a énormément d'économies à la clé. Donc, c'est à peu près 11 milliards d'économies qu'on pourrait faire en France, d'après un article du Figaro. Je crois que c'est à peu près 80 milliards au niveau européen. C'est vraiment énorme. C'est Samsung. C'est la télé Samsung qui intervient. J'ai peut-être appuyé sur un... Non ? Attends, on ne parle pas juste un instant. C'est bon. Ça va s'arrêter. C'est bon, vas-y, continue. C'est bon, c'était pour réveiller. Donc, je parlais de l'intérêt pour les États, évidemment, avec l'enjeu du vieillissement de la population. On y va tous, et forcément, c'est une tendance forte qu'il va falloir monitorer, et pourquoi pas grâce aux devices connectés et à la M-Santé. Ça représente également un levier pour la création d'emplois et l'augmentation du PIB des pays. Est-ce que c'est bon ? Vous en êtes sortis ? Il y avait Samsung qui était là, c'est pour ça qu'il m'a aidé. Support technique dans la salle, c'est rare. Voilà. Et donc, bien évidemment, la réduction de cette facture santé, c'est parce qu'il y aura moins d'absentéisme lié aux maladies, un meilleur suivi, non pas une fois qu'on est atteint, mais en mode de prévention, préventif. Et pour les patients, c'est un meilleur suivi, notamment une façon de pallier les déserts médicaux dans les campagnes. Ça permet de garder un lien avec son médecin. Et puis, un suivi régulier des maladies chroniques. Alors, les obstacles, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a que 7 personnes sur 10 ouais, je pense que c'est ça qu'il faut retenir, voilà, c'est les freins, parce que la techno est présente, vous êtes prêts, et cependant, voilà, on n'est pas encore dans une logique vraiment de déploiement. C'est ça. Pas massif. Pourquoi ? Parce que c'est évidemment le premier point où on a isolé 4 problématiques clés, la sécurité et la confidentialité des données. Qui a envie de voir son dossier médical tomber dans de mauvaises mains ? On a envie d'être sûr que ces données, surtout qu'on sait que les applications sont bourrées de trackers qui vont utiliser nos données de mobinautes. Donc on a peur, on veut avoir cette garantie. Donc en termes de case study, nous on a créé 3 applications de la M-Santé avec des DL Media pour un labo qui s'appelle Shogai, qui sont à destination des médecins, et on s'assure évidemment soit de crypter les données, soit d'avoir un login sécurisé exclusivement pour les médecins, notamment pour notre application qui s'appelle OncoBook. Donc c'est tellement clé de donner, c'est tellement sensible qu'il faut sécuriser ça. L'interopérabilité, c'est comment tous les devices vont se parler. Ils ont tous des OS différents, des langages différents, et il faut que tous les acteurs puissent se connecter, communiquer entre eux. L'harmonisation des législations, aujourd'hui, il n'y a pas une législation, mais il y en a 50. Ça représente en fait les différences de législation des États. Donc il faudrait peut-être une instance internationale. On a FDA, on a en France et la Commission européenne qui ont des lois différentes. Donc il faudrait peut-être un institut qui soit au-dessus de tout ça et qui puisse donner peut-être un label M-Santé, ou bien au moins que les éditeurs comme nous et le hardware puissent avoir une sorte d'homologation qui montre qu'est-ce que c'est qu'une vraie application qui ne soit pas gadget, entre guillemets, et qui ait passé des critères de sérieux, de sécurité, etc. Okay. Comme un peu on avait fait dans le jeu vidéo avec le PEGI en 2003, où les éditeurs s'auto-évaluaient. Okay. Voilà, pour la M-Santé. Rapidement, très rapidement. Ouais, mais on voulait quand même, parce qu'on avait fait Prediction Day, on avait fini sur éducation avec Gilles Babinet, et là on voulait faire effectivement le parallèle avec M-éducation.
Oui, alors là j'ai mis des... Je suis un peu dans l'ambiance en ce moment, donc j'ai mis des visuels pour enfants. On pense souvent au ludo-éducatif, mais en réalité, la M-éducation va vraiment au-delà. Il s'agit de s'instruire en ayant un aspect ludique. Donc le ludo-éducatif, c'est les 4-10 ans. La M-éducation, c'est aujourd'hui à peu près les 6-10 ans, avec un discours de la Commission européenne qui tend à limiter l'accès aux tablettes pour les enfants de moins de 6 ans. Donc, avis aux parents. Et aujourd'hui, évidemment, la M-éducation va bien au-delà. Enfin, demain, elle ira bien au-delà, puisqu'il s'agit de donner accès aux collégiens, aux lycéens et même aux adultes pour de la formation. Juste rapidement, on a souvent une vision un peu archaïque, puisque on a le souvenir des Hadibou, Rayman, etc. sur PC. On est ensuite passé à tout ce qui était éducation sur console, puis sur DS, de Nintendo. Et puis enfin, l'avenir de la M-éducation, c'est évidemment sur les devices mobiles. Et en mobilité, c'est le meilleur moyen de donner accès, notamment dans les pays en voie de développement. On parlait de l'Afrique tout à l'heure. En Tunisie, où il y a à peu près 30% des jeunes qui sont sans emploi, la mobilité, la M-éducation est vraiment un très bon moyen d'apprendre l'anglais, d'apprendre des nouveaux métiers et de pallier les déserts de profs, pour le coup. Alors, qu'est-ce que recherchent les gens qui jouent les enfants. Okay. Il s'agit d'une étude qui a été menée au Royaume-Uni sur les enfants de 8 à 16 ans. Ils veulent évidemment jouer. C'est le premier point. On sait que le jeu, c'est le premier usage sur smartphone, mais pas que. Et c'était ça qui était intéressant, que je voulais mettre en exergue dans ce tableau que j'ai vu sur eMarketer. Ils veulent apprendre des choses, ils veulent découvrir. Donc, d'autant plus pour les adultes, mais même les enfants, sur les tablettes, à 75%, ils veulent découvrir des choses. Donc, c'est un besoin. Et donc, les piliers qui sont à stimuler quand on crée une application, quand on crée du contenu éducatif, il y en a 5. En fait, c'est les mêmes que pour l'éveil et pour les enfants, finalement. Même pour la M-éducation, pour les personnes plus âgées, c'est la mémoire, le langage, la concentration. Psychomoteur, c'est surtout pour les enfants, mais il peut y avoir de la rééducation aussi pour des usages justement plus médicaux, pour pouvoir restimuler des personnes qui ont été soit accidentées, soit des malades d'Alzheimer, la résolution de problèmes. Donc c'est ces piliers qu'on va essayer de creuser dans les différentes applications à créer. Donc comment on suscite la motivation ? Attention, animation. Donc là, on a pris un de nos exemples avec un de nos clients Atier, pour qui on crée une application de M-éducation sur leur marque CapMat. Ça, c'était leur DVD qui date d'il y a à peu près plus d'une dizaine d'années. Donc la question, c'était comment est-ce qu'on peut renouveler le contenu ? C'est drôle parce que le contenu éducatif, lui, ne change pas. On est à peu près sur les mêmes programmes, finalement. En revanche, la façon de le mettre en scène dans l'applicatif et sur mobile doit vraiment évoluer pour s'adapter à cette nouvelle ergonomie, à ces nouveaux usages et expériences utilisateurs. Donc voilà ce qu'on a proposé. Évidemment, on a changé l'univers graphique puisque les devices nous permettent de le faire, mais surtout isoler, n'apporter sur l'écran que l'information dont on a besoin au moment où on en a besoin. Grâce à une ergonomie où on peut appuyer, on peut isoler le contenu, simplifier, être fat fingers friendly, c'est-à-dire permettre d'appuyer juste au bon endroit, etc. Et donner surtout... c'est ça qui est important quand on va apprendre tout seul, dans la M-éducation, on est tout seul face à sa tablette, donc il faut donner du feedback positif ou négatif, il faut pouvoir le stimuler, l'envie d'apprendre. Les écueils à éviter. Alors, les écueils à éviter, c'est justement de ne pas trop charger. On a découpé les écrans pour ne pas tout amener, pour pouvoir avoir accès aux règles du jeu simplement. C'est pouvoir donner ce feedback en temps réel, etc. Et surtout, ce feedback est vraiment important, le bonne réponse, le bravo, tu as bien fait, pour donner envie de continuer et donner des évaluations successives. Les écueils, c'est surtout la sécurité, alors pour les enfants, mais même pour les autres. Il y a beaucoup de buzz en ce moment sur les achats intégrés. Ouais. La Commission européenne a donné un warning là-dessus, puisque justement, c'est très mal labellisé, surtout sur l'App Store. Donc, limiter les achats intégrés pour les enfants, enfin, en tout cas, mieux les labelliser. Les liens externes qui ne sont pas protégés pour les enfants, donc avec tout un système de parental gate, la publicité, et puis tout ce qui est connect de données, que ce soit pour les enfants, mais aussi pour les plus grands. Voilà pour la M-éducation.
Très bien. Non, mais écoute, merci beaucoup. Faire vite. Ouais, non, mais c'était. On trouve que aborder les enjeux médias, les enjeux device, c'est bien, mais il y a effectivement toute cette génération, les digital natives qui arrivent, et donc forcément, on va passer par ces problématiques-là. Et autant sur la santé. C'est souvent traité, mais autant sur effectivement. Et puis on voulait vraiment bien dissocier santé et bien-être, parce que c'est pas du tout la même chose en fait. Et puis sur la partie éducation. La France a un gros retard puisque elle est 24e au niveau des 27 pays de l'OCDE. Donc en termes de digitalisation de l'éducation, on a vraiment du boulot. Donc il va falloir. Et donc il y a le projet You Know Why avec des tablettes sécurisées dans les écoles, mais on n'est pas assez avancé là-dessus puisqu'on se dit les écrans c'est le mal. Donc voilà, il faut essayer d'intégrer ça pour réconcilier les usages des enfants avec l'éducation. Les contenus pédagogiques. Merci beaucoup, Gabrielle. Merci.